Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de Un court instant, votre rendez-vous cinéphile hebdomadaire où nous allons vous parler d'un court-métrage sous ses divers aspects. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau Ludovic Sturman, Jean-Louis Melaine et Charles Guermont-Pré, les protagonistes de Polykystose. Polykystose, un film aussi ironique que labyrinthique, où un jeune homme de 20 ans apprend à la mort de son père qu'il est peut-être également victime d'une maladie incurable et héréditaire. Qu'ils soient scénaristes, acteurs ou réalisateurs, nos trois invités jouent avec les frontières des différents genres du cinéma, mais de pays, ils n'en ont qu'un, celui du talent. Je vous propose de les rejoindre dès à présent. Bonsoir. 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 Donc, bienvenue à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Donc, Ludovic Sturman, vous êtes scénariste, réalisateur, auteur de la nouvelle dont ce film est une adaptation et vous êtes professeur de culture audiovisuelle. Jean-Louis Melaine, quant à vous, vous êtes co-réalisateur et professeur de technique à l'image. Enfin, Charles Guermont-Pré, vous êtes l'acteur principal de ce film. Bien, écoutez, messieurs, je vous propose de commencer cette interview par la première rubrique, la rubrique genèse du projet. Alors, Polykystose, c'est un projet commun, mais dont le scénario est inspiré d'une nouvelle que vous avez écrite, Monsieur Sturman. Et justement, d'où est venue cette idée de cette nouvelle et pourquoi l'emploi de ce ton si ironique, presque empreint de nihilisme, pour évoquer un sujet qui est tout de même grave et sérieux? Voilà, c'est un sujet grave, mais on a voulu le traiter avec du recul, un peu d'ironie et un peu plus de légèreté. Parce qu'évidemment, c'est un sujet, comme vous le dites, qui est un peu morbide, hein, le sujet de la maladie héréditaire incurable. Et en fait, il s'agissait d'une nouvelle qui devait figurer dans un recueil de nouvelles qui avait ce ton-là, justement. Et l'éditeur a repoussé cette nouvelle parce que, comme elle traitait de la maladie, ça le rendait lui-même malade. Il est un peu allergique à ça. Donc, je me suis dit que cette nouvelle méritait peut-être une postérité, qu'elle pouvait peut-être être adaptée sous forme de scénario. Voilà, donc, l'idée du court-métrage. Très bien. Maintenant, Monsieur Melaine, je me tourne vers vous. Vous êtes co-réalisateur. Et justement, quand avez-vous rejoint ce projet ? Disons que Ludovic m'avait déjà proposé il y a quelques années de travailler avec lui sur un projet commun. J'avais dit oui, on s'entend bien, donc j'avais dit oui, pourquoi pas. Et puis il y a moins d'un an, il m'a fait lire cette nouvelle et j'ai saisi assez rapidement les enjeux aussi bien artistiques que techniques. Et voilà, j'ai dit oui. D'accord, très bien. Et très rapidement, Charles, du coup, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu pour la première fois le scénario du film ? J'ai très vite été inspiré par le personnage, je l'ai confié tout de suite au réalisateur. Le plus important, c'était qu'on reste synchronisé sur comment interpréter le rôle pour que ça soit cohérent à la caméra. Bien sûr. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose de passer à la deuxième rubrique qui sera consacrée au casting de cette émission. Alors, très rapidement, je vais d'abord me tourner vers les réalisateurs de ce projet. Donc, très simplement, par rapport au casting, quelles étaient vos attentes et qu'est-ce que vous recherchez dans l'acteur principal de cette nouvelle ? Alors, on voulait un acteur qui ne soit pas trop théâtral, qui soit jeune, un acteur d'une vingtaine d'années, et qui sache, en l'occurrence, aussi faire du vélo, puisque le personnage se déplace régulièrement en vélo au fil de la narration. Et nous avons donc casté 3 jeunes acteurs. Et Charles, c'est Charles qui a été retenu après le casting. D'accord, il s'est imposé naturellement. Alors, 2 acteurs se sont imposés en fait, mais tous les 2 proposaient un jeu assez différent, des propositions différentes, et il a fallu à un moment donné trancher. Et c'est Charles qui l'a emporté, et il nous a semblé plus pertinent. D'accord. Eh bien, justement, Charles, vous êtes quand même le premier intéressé. Et justement, comment ça s'est passé lors de ce casting ? Comment vous êtes senti ? Je me suis senti bien. Après, on nous a demandé de faire paraître beaucoup d'émotions.
de jouer beaucoup d'émotions différentes pour savoir si on pouvait justement interpréter correctement ce personnage. Donc du coup j'ai essayé de les jouer au mieux pour essayer de remporter justement ce casting. Mais justement, comment vous avez fait justement pour faire passer les émotions requises du coup dans le casting? Alors en fait j'ai quelques années d'expérience de théâtre derrière moi et je m'en suis servi au casting pour montrer ce que je pouvais faire et puis a priori ça a plu aux deux réalisateurs donc j'en suis très content. D'accord. Est-ce que c'était difficile à interpréter comme rôle? Comme rôle, non, en fait, c'est-à-dire que c'est un rôle qui est assez neutre, qui demande beaucoup de neutralité tout au long du film. Et après, l'ambiance sur le tournage était bonne, et donc c'est vrai qu'il nous arrivait d'avoir des fous rires. Et donc là, il faut avoir une bonne dose de concentration, justement, pour réussir à garder cette neutralité. D'accord, très bien. Eh bien, vous me facilitez la transition, puisque nous allons parler de la prochaine rubrique, le tournage. Alors, premièrement, tout d'abord, comment s'est passée toute la phase de repérage, de découpage, d'organisation? En bref, comment ça s'est passé toute la préparation technique, tout l'avant-film de ce court-métrage? Alors, il y a eu quelques repérages en amont, mais il est vrai que les premiers jours, lorsque l'équipe s'est réunie, il a fallu absolument trouver une boucherie, avec une boucherie à l'ancienne, avec un boucher d'accord pour tenir son propre rôle. Même chose pour le cabinet de radiologie. Il fallait que la secrétaire joue aussi son propre rôle. Elle a quelques mots à dire. Et puis, il fallait un échographiste qui accepte de faire gracieusement pour nous une échographie abdominale à notre acteur, Charles. Et il fallait également trouver des routes pas trop passantes pour pouvoir filmer dans de bonnes conditions Charles sur le vélo, en travelling latéral et en travelling arrière d'accompagnement. Et donc, les premiers jours ont été vraiment occupés à ces repérages-là. D'accord, et vous parlez de filmer dans de bonnes conditions, mais les bonnes conditions, ça passe également par le matériel choisi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du matériel que vous avez utilisé pour ce court-métrage? Alors, comme il s'agit d'une fiction, on avait décidé de louer une caméra propre à la fiction, une caméra à laquelle les étudiants ne sont pas forcément habitués. Et donc, épaulés solidement par Jean-Louis, ils ont pu donc tourner. Et Jean-Louis peut peut-être ajouter certains éléments concernant cette fameuse caméra. Eh bien, écoutez, Jean-Louis, je vous y invite justement. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail, peut-être? Oui, donc la première semaine a été donc déterminante à la fois pour le découpage, le repérage et la détermination du matériel nécessaire pour éclairer les différents lieux, boucherie, laboratoire. Et puis faire les tests caméra, les tests d'une caméra qu'ils ne connaissaient pas. La FS7 en l'occurrence, une caméra dotée d'un capteur Super 35, donc dédié plutôt au cinéma, voire au documentaire. Et il fallait se l'approprier, ils l'ont fait avec sérieux. Et donc on a loué en plus de cette caméra un écran de transparence, parce qu'on verra que c'est un des éléments importants de cette fiction. Cet écran de transparence était associé à un vidéoprojecteur. Et puis du matériel lumière très spécifique pour éclairer assez facilement la boucherie, le laboratoire et la médiathèque. D'accord, donc un choix judicieux de matériel. Charles, je vais me tourner vers vous du coup. C'était votre premier tournage et la question que les téléspectateurs se posent, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on est en train de faire son premier tournage, son premier film? C'est-à-dire que pendant les premières scènes, les premiers moments de tournage, on a beaucoup d'appréhension. On se demande vraiment comment ça va se passer, comment on va devoir se placer, comment on va être suivi. Et puis au fur et à mesure, on se détend et puis on redevient un petit peu plus naturel puisque l'appréhension, elle nous amène surtout à surjouer quelques scènes et du coup, ça nous dessert beaucoup. Mais ce côté naturel revient assez vite, surtout quand on est épaulé par les réalisateurs qui nous donnent le ton de ce qu'ils veulent à chaque séquence. D'accord. Et en plus, vous avez eu une expérience dans le théâtre, il me semble. Vous avez fait 7 ans de théâtre, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc, en fait, la volonté d'être comédien, ça remonte à tout petit, finalement. Oui, ça remonte à assez longtemps. Et donc, du coup, j'ai décidé de suivre une carrière un peu dans la technique de l'audiovisuel pour repasser devant la caméra. Donc, ce que je suis en train de faire. D'accord, c'est peut-être plus simple de d'abord faire la technique pour ensuite être à l'aise. D'accord, donc un beau parcours. On va terminer cette rubrique par une question un peu plus technique, si vous me le permettez. Sur le tournage, on a entendu beaucoup de fois le mot workflow. Alors le workflow, on en a déjà parlé dans le cadre de cette émission, mais est-ce que vous pourriez rappeler, chers réalisateurs, à nos téléspectateurs, ce que c'est que le workflow du coup?
Le workflow, en fait, c'est toute la chaîne de transmission de l'information entre le capteur, qui va être sur lequel vont arriver les images, la lumière, jusque l'écran de diffusion, voire le moniteur de télévision domestique. Donc entre les deux, les informations sont d'ordre électrique, voire maintenant numérique. Ce sont des 1 et des 0 qui sont véhiculés sous forme de fichiers enregistrés sur des cartes mémoire de type SD, par exemple, S-by-S, ou voire même des disques durs externes. Ensuite, ces mêmes fichiers sont installés dans des ordinateurs de manière à être traités par des logiciels type Pro Tools pour le son, Avid pour l'image, voire même des logiciels d'étalonnage. Et ensuite, une fois le tout monté, on rassemble le tout dans un fichier qui sera diffusé sur un écran. D'accord. Voilà. Donc, il doit y avoir cohérence entre tout ça, entre les métiers de la prise de vue, les métiers de la prise de son et les métiers de la post-production. Ils doivent travailler main dans la main pour que le tout soit cohérent. D'accord, donc un travail d'équipe en somme. Donc, écoutez, merci pour cette explication du coup simple et claire. Mais messieurs, le temps passe et il est désormais temps de passer à la dernière rubrique, la rubrique montage du film. Donc d'emblée, ce qui interpelle un modeste cinéphile comme moi, finalement, quand on regarde sur votre film, c'est l'emploi d'écrans de transparence. Les écrans de transparence, globalement, on n'utilise plus ça depuis Hitchcock quand même. Donc finalement, pourquoi le choix des écrans de transparence? Alors en fait, c'est de nouveau utilisé, mais aujourd'hui, c'est à des fins parodiques, c'est-à-dire pour faire référence à une époque, ou rendre hommage aux années 50 ou 60. Mais c'est vrai que c'est plutôt le fond vert qui a pris le dessus. Or, il nous semblait plus judicieux d'utiliser ce dispositif un peu maison, un peu fait main, pour retranscrire la perte de repère du personnage et du coup contaminer le spectateur. Que le spectateur ait aussi l'impression de perdre ses repères. Puisque au montage, il y a eu un montage alterné entre des séquences en écran de transparence, donc tourné en intérieur avec cet écran derrière le vélo, qui était lui-même sur des rouleaux, et des séquences tournées en extérieur avec la voiture et le vélo. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est plus compliqué d'utiliser un écran transparence qu'un fond vert ou pas? Oui, sans doute. D'abord, on a perdu les habitudes de le faire, donc il a fallu qu'on loue tout le matériel, et il a fallu que Jean-Louis fasse des tas de tests en amont pour voir si ça allait fonctionner. Puis il y a tout un travail d'étalonnage aussi à faire. D'accord. Jean-Louis, c'était vraiment compliqué d'utiliser l'écran de transparence? C'était surtout un challenge pour les étudiants. C'était une difficulté supplémentaire. En plus de l'utilisation de matériel nouveau avec la caméra, ça a stimulé fortement les étudiants, que ce soit la prise de vue, voire même les exploitants qui nous ont donné un coup de main pour le coup. Il fallait en plus un espace assez grand. C'est pour ça qu'on a utilisé le grand plateau du lycée parce que ça nécessite de grands espaces et une équipe solide pour tourner des transparences. Très bien. Bien, écoutez, messieurs, ce sont sur ces mots que nous allons nous quitter. Donc, on rappelle le titre du court-métrage, Polykystose. Merci Ludovic Sturman, Jean-Louis Melen et Charles Guermont-Pré d'être venus sur ce plateau. C'était un réel plaisir. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine, le mardi à la même heure. Nous serons d'ailleurs en compagnie d'Alain Pétou qui nous parlera de son prochain projet, le Funny Farm Show, et sa fameuse réplique déjà devenue culte, coin coin, coin coin, bienvenue en Belgique, coin coin, coin coin, c'est le pays de la frite. Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir.